Bonne année à tous! Bienvenue dans ce premier checkpoint de 2026. Avec la préparation des fêtes de fin d'année, vous avez peut-être raté quelques informations sur la pop culture, alors on va faire un point sur l'actualité du mois de décembre. Disney est-il capable de faire une bonne suite à ses films? Avatar 3 est-il le film qu'on attendait? Et le rachat de Warner est-il annonciateur de la mort prochaine du cinéma? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! J'avais envie de commencer cette émission en vous parlant du rachat de Warner Bros. Sauf qu'en raison des fêtes de fin d'année, on tourne le 18 décembre. Et c'est le bordel. La situation change tous les jours et peu importe ce que je dis maintenant, ce sera déjà très différent au moment de la sortie de cette vidéo. Ce sera peut-être même déjà fini. En l'état, c'est surtout la guerre entre Paramount et Netflix et jusqu'ici Netflix proposait plus d'argent. Mais Paramount bénéficie du soutien de Captain Facho, alias Donald le Pamplemousse Trump. Ce dernier est intervenu dans ce bordel car Paramount lui a promis de la propagande. De plus, des Saoudiens sont venus ajouter du pognon dans le camp de Paramount à hauteur de 20%. Waouh, que des gens bien dans cette équation. Mais Warner aurait refusé l'offre à 108 milliards de dollars, donc c'est pas fini. De plus, il y a un truc qui s'appelle la loi antitrust qui empêche une entreprise d'avoir ou d'essayer d'avoir un monopole. C'est notamment ce qui a freiné Disney dans sa frénésie de rachat, car il risquait d'avoir trop de pouvoir sur l'industrie et donc paradoxalement, il a bientôt plus de place sur son gant de l'infini. J'en suis maintenant inéluctable. Donc tout ce bordel devrait être passé au peigne fin par un tribunal avant de valider quoi que ce soit. Quoiqu'avec le canard à l'orange dans l'équation, ça risque d'outrepasser les lois. Bref, ces derniers temps, que ce soit en production originale ou bien avec le DCU de James Gunn, Warner était un énorme soutien au cinéma de qualité et peu importe qui le rachètera, il le détruira. On sera sauvé le temps que les contrats déjà signés s'épuisent, soit jusqu'en 2029, mais après, peu importe qui gagne le rachat, les spectateurs vont perdre et on va perdre très fort. On a eu une bande-annonce pour le film Street Fighter, c'est pas rassurant du tout. Le cast est très aléatoire en termes de fidélité et aucun effort n'a été fait sur certains costumes. Honda n'a même pas son maquillage, Vega on dirait un cosplay bas budget, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai jamais vu Dan avec une moustache. À la limite, on dirait Balthazar dans un live action de Moi Moche et Méchant. Ken et Ryu, j'attends de voir avec l'acting, mais ici il dégage aucun charisme. Et j'en avais déjà parlé dans une précédente émission, mais Bison, le choix de l'acteur, c'est juste non. J'ai rien contre David Dastmalchian, mais il a juste pas le physique du personnage. On dirait un haut gradé qui a jamais vu le front dans un film de la Seconde Guerre mondiale. Si on oublie le costume qui a plus de budget, c'est pas plus crédible qu'Alexandre Astier dans le Golden Show. Je suis Monsieur Bison. Bonjour. Bon bah voilà, je suis venu pour vous donner un petit coup de main. Ça doit être pratique pour les saucisses, ça. Pour finir, la bande-annonce respire une ambiance très cheap, rappelant les immondes adaptations des années 80-90. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, si aujourd'hui la plupart des adaptations de jeux vidéo sont mauvaises, c'était pire avant. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Mario! On gagne pas à tous les coups. Enfin, un peu de lumière dans les suites de merde chez Disney. Parce que si Pixar réussit plutôt bien l'exercice de donner des suites à ses films, chez Disney, c'est plus laborieux. Autrefois, les suites n'avaient pas de sortie cinéma et sortaient directement en VHS. Et si le Roi Lion a eu le droit à un traitement de faveur et que Peter Pan s'en sort pas trop mal, ce n'est pas le cas de tous. Mulan, Le Bossu de Notre-Dame, Aladdin, La Belle et la Bête et tant d'autres se sont fait empaler sur l'autel de la médiocrité à la gloire d'une souris dont les dents rayaient déjà le parquet à l'époque. Et souvent pour chier sur tous les progrès personnels faits par les personnages des premiers films. Mais grâce au succès de La Reine des Neiges, Disney s'est dit que comme Pixar, qui lui appartient, rappelons-le, il serait bien de proposer des suites qualitatives avec du budget. Et je vous vois ceux qui commencent à commenter que les premières suites Disney non Pixar parues au cinéma, c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous et Fantasia 2000. Effectivement, on a deux exceptions. Pour revenir à ce que je disais, il décide de sortir au cinéma La Reine des Neiges 2. Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur? Elle ne me fera pas de mal, c'est ma sœur. C'est vrai? Je suis persuadé que c'est un être exquis. C'était pas ouf, mais le terreau de base n'était déjà pas incroyable, donc je n'ai pas vraiment été surpris. On a ensuite eu le droit à Vaiana 2. Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin. Je vous l'apprends certainement pas, il s'agissait à la base d'une série pour Disney+, qu'ils ont décidé de condenser en film. Pour une série, ça aurait été ok, et certainement plus développé. Mais au final, on a une intrigue nettement moins épique que le premier, des musiques bien moins marquantes, et des sidekicks qui ne servent à rien. Certainement que dans une série, ils auraient chacun eu le droit à leur épisode, mais dans le film, ils servent vraiment à rien.
Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je me souviens déjà presque plus du film. On en arrive à Zootopie 2. Et enfin, une bonne suite à un film Disney. 1, 2, je m'arrêterai à 2. Cependant, j'ai vu pas mal de commentaires disant qu'il était mieux que le premier. Il est bien, je suis d'accord, mais faut doser. Très amusant, très amusant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la... L'un des points forts du film, c'est la découverte de nouvelles zones de la ville, et c'est logique puisque les barrières climatiques qui permettent aux différentes espèces de cohabiter entre elles sont au centre de l'intrigue. Cependant, on ne retrouvera pas l'émerveillement de la découverte de Zootopie au travers des yeux de Judy, comme dans le premier volet. Et c'est bien normal. Les personnages sont toujours aussi attachants. C'est drôle, le film glisse quelques refs à d'autres films allant de Ratatouille à Shining. Et l'histoire, bien que son dénouement soit prévisible, est très sympa. Mais bien qu'on ajoute le combat contre les bourgeois capitalistes qui utilisent la police corrompue à leur fin, ça reste la même thématique du vivre ensemble. Dans le premier film, tout le monde pense qu'un lapin ne peut pas être flic et contre toute attente, fait équipe avec un renard, son ennemi naturel, renard qui, rappelons-le, par essence ne peut pas être bon et prépare forcément un sale coup, et à eux deux sauvent la ville et deviennent des héros. Début de Zootopie 2, on ne confie pas de grosses affaires à un lapin et un renard car ce sont des ennemis naturels et que leur binôme ne peut pas fonctionner et n'engendre que des catastrophes. J'ai un peu l'impression qu'on est revenu sur les acquis du premier film. D'ailleurs, pour illustrer ça, tous les binômes de flics sont devenus des duos de la même espèce, et les binômes comme celui de Nick et Judy sont présentés comme dysfonctionnels. En soi, je veux bien, si les duos du premier film n'étaient pas tous composés de deux animaux différents. Agent Grisoli, Cronmaillard Del Chaton, vous vous occuperez des mammifères disparus de la forêt tropicale. Agent McCorn, Rinovitz, Loustic, envoyez vos hommes place du Sahara. Agent Higgins, Rugis, Trompagny, Toundraville. Et pour finir, notre premier lapin. Agent Ops, je vous affecte au stationnement. Fin de la réunion. Ça permet au moins de montrer des choses sympas et totalement vraies sur les animaux. Il y a notamment un passage où un binôme ne fonctionne pas car l'un sourit tout le temps par sympathie et ça met le second hors de lui par réflexe primaire. En effet, certains animaux n'aiment pas du tout qu'on leur sourit car dans leur langage corporel, montrer les dents, c'est perçu comme une menace. Mais il y a aussi des choses qui certes ne sont pas graves mais véhiculent de fausses idées et notamment sur le serpent, l'un des nouveaux personnages du film. En effet, on nous montre un serpent qui envenime dès que ses crochets touchent quelqu'un alors que les serpents venimeux sont tout à fait capables de choisir s'ils injectent du venin ou non. Et dans ce deuxième cas, on appelle ça une morsure blanche. De même, les serpents sont interdits à Zootopie à cause du risque lié à leur venin. Or, sur plus de 3900 espèces de serpents, seulement 600 sont venimeuses, soit environ 15%, ce qui est assez faible. Nous, on n'est pas des méchants, vous savez. Et pour finir, Gary, le serpent donc, est de toute évidence une vipère. Et toutes les espèces de vipères ont une dentition solénoglyphe, c'est-à-dire que les crochets sont rétractables. Donc aucun risque d'envenimation accidentelle. Et surtout, il ne devrait pas avoir les crochets tout le temps visibles, comme c'est le cas dans le film. C'est un film pour la famille, mais c'est dommage de manquer de rigueur à ce niveau-là quand tu présentes d'autres choses très intéressantes à côté. Pour finir, tout comme La Reine des Neiges 2, on sent bien l'insistance pour essayer de recréer le phénomène musical du premier film. Même si je l'accepte plus dans Zootopie, puisque Gazelle, le personnage auquel Shakira prête sa voix à nouveau, fait partie intégrante de la ville. Je termine avec une mention spéciale pour les zébros et le nouveau maire, inspiré d'Arnold Schwarzenegger. Ils m'ont beaucoup fait rire. Désolé, vous pouvez me remontrer ça? J'avais pas mis mes lunettes. Gérald le Conquérant. Il aime la Normandie, déteste les Américains, les Parisiens et Deauville. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Et il a un projet, la création d'un parc d'attractions identitaire à la gloire de Guillaume le Conquérant. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. J'aime beaucoup le cynisme et l'humour noir. De ce fait, Fabrice Eboué passe bien, d'habitude. Le postulat de départ est plutôt sympa et le casting du film est cool. Il trouve ses origines dans un sketch. Ils ne te servent que des burgers et du coca. Au parc Astérix. Non mais tu te marres Antoine, mais s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. Et c'est pas le premier à faire ça. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Franck Dubosc qui joue d'ailleurs son propre rôle dans ce film, et c'est volontairement gênant. Oh là là, Eboué est très fort pour créer des moments de cringe comme ça. Après, il faut aimer. Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais !
Cependant, il ne suffit pas d'étirer un sketch pour en faire un film, et j'ai un peu l'impression d'avoir vu les 3 mêmes blagues tout le long du film, mais tournées différemment. Ça me confirme la passion qu'a Fabrice Eboué d'interpréter des personnages fous et totalement hors sol. Mais dans ce film qui traite de crise identitaire et de la recherche, je dirais même le besoin d'identité, j'aurais aimé voir une autre conclusion. En résulte un film qui, de par son humour et sa construction, ne plaira pas à tout le monde et qui, de toute façon, n'en avait pas l'objectif dès le départ. Passons à présent à la sortie majeure de ce mois de décembre. Je veux bien sûr parler du film qui pète à coup sûr le box-office, Avatar, Fire and Ash. Après un second opus qui a eu du mal à convaincre, je suis allé voir celui-ci avec une certaine appréhension. Mais je dois avouer que j'en ressors surtout du positif. Commençons tout de même par les moins. La structure, c'est toujours la même. Je peux difficilement étayer mon propos sans spoil, mais ça devient franchement redondant. Les scénaristes, un otage, c'est pas mal comme ressort scénaristique, mais vous l'avez déjà beaucoup utilisé dans le 2. Là, je commence à croire que vous n'avez que ça en stock. Enfin, et c'est le cas de beaucoup de blockbusters du genre, mais il y a pas mal de facilités scénaristiques. À présent, les points forts. C'est beau. Ça, on s'en doutait, mais c'est toujours une putain de claque niveau FX. Même si à cause de ça, James Cameron a tendance à faire un peu trop de contemplatif. Le film qui dure 3h17 aurait pu être plus court, mais je l'ai pas mis dans les défauts car ça dépend de l'appréciation de chacun. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai vu le film en VO, IMAX et 3D. Si la 3D, je m'en fous un peu, l'IMAX en revanche est franchement bienvenu. Cependant, le combo des deux est sacrément cher, d'autant que je paye déjà un abonnement cinéma, mais il faut quand même remettre la main au portefeuille si on veut de la 3D, 4DX ou de l'IMAX. Pour revenir au point fort, même si on passe beaucoup de temps dans les mêmes décors que le 2, j'ai beaucoup apprécié la variété des paysages, forêts, océans, montagnes et bases humaines qui me fait un peu penser à Midgard dans FF7. Concernant les personnages, on a le droit à de beaux approfondissements sur certains, mention spéciale à Kiri et Spider qui deviennent vraiment intéressants. Belle amélioration également pour Neytiri qui n'avait que 2 émotions dans le dernier film. Comment vivre en étant habité par tant de haine ? J'ai également beaucoup aimé les sujets de société abordés, le racisme et le biais de familiarité, le deuil, le suicide et comme toujours dans les films Avatar, l'écologie bien évidemment. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. En parlant de ça, je ne pensais pas qu'on aurait autant d'informations sur la biospiritualité de Pandora. Je ne sais pas si biospiritualité est un mot qui existe ou non, mais c'est comme ça que je perçois le rapport que les Na'vi ont avec la déesse Eywa. Je suis pas sûr que ça fera plaisir à tout le monde. Perso, j'aime bien, mais je sais que d'autres préfèrent quand ça reste flou. J'ai un doute, mais je crois avoir vu une référence à Evangelion. On verra ce que Cameron en dit dans un best-of. D'ailleurs, si le premier film était une représentation évidente du colonialisme, particulièrement celui qui a eu lieu en Amérique, il me semble que celui-ci s'inspire de ce qui s'est passé au Japon durant l'ère Sengoku et que l'arquebuse portugaise est arrivée, déséquilibrant totalement le rapport de force entre les différents clans. Pour finir, j'ai adoré voir la part d'ombre qu'il y a chez certains personnages. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus inattendu dans ce 3e opus. Je vais m'arrêter là pour pas spoiler. Et en conclusion, le film n'est pas sans défaut, mais propose largement assez de bonnes choses pour me faire passer un bon moment. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui nous sera proposé dans le 4e opus. Pour ça, rendez-vous en 2029. On passe à présent à des informations beaucoup moins joyeuses. Le mois dernier, le cinéma et la culture populaire ont perdu plusieurs figures qui, chacune à leur manière, ont profondément marqué notre imaginaire. À commencer par Udo Kier, un visage impossible à oublier. Du cinéma de genre au cinéma d'auteur, de Warhol à Lars von Trier, il incarnait l'étrangeté, le malaise et la liberté totale de jeu. Avec lui, le cinéma osait être bizarre, dérangeant et profondément vivant. Dans un autre registre, la Jamaïque a remporté pour la première fois une médaille d'or en bobsleigh à 4. Ça s'est passé le 23 novembre dernier et malheureusement, le lendemain de cette belle victoire, Jimmy Cliff s'est éteint à l'âge de 81 ans. Lui qui avait interprété I Can See Clearly Now dans la bande-son originale du film Cool Runnings, sorti chez nous sous le nom de Rasta Rocket. Peter Greer, lui, faisait partie de ces acteurs qui transforment un film dès qu'il entre dans le cadre. Un regard, une tension, une présence brute. On pense forcément à Pulp Fiction, mais également à des films plus légers comme The Mask. Ces acteurs-là ne sont pas toujours en haut de l'affiche, mais sans eux, le cinéma perdrait son étincelle. Enfin, Rob Reiner, un cinéaste qui a raconté l'amitié, l'amour, le passage à l'âge adulte avec une sincérité rare dans des films comme Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally. Son cinéma très humain a accompagné des générations entières. Ces disparitions nous rappellent une chose essentielle. Le cinéma ne vit pas seulement de nouveautés ou de tendances. Il vit de celles et ceux qui l'ont façonné, image après image, rôle après rôle. Et tant que leurs films continuent d'être regardés, ils ne disparaissent jamais vraiment. 3e étage! Des chaînes, des ordures, des instruments de torture!
Un terrible accident s'est produit au-dessus de l'île Fortnite. Un mystérieux monolithe est apparu sans prévenir, détruisant instantanément le principal transport en commun des participants, le bus de combat. Le chauffeur aux commandes du véhicule au moment des faits n'a malheureusement pas survécu à l'impact. Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la communauté. Témoignages, images inédites et réactions à chaud dans ce reportage de Tintin et Mary-Jane Watson. C'est au milieu des débris encore fumants du bus que nous retrouvons Brice de Quiberon. Présent sur les lieux au moment de l'impact, le jeune homme apparaît profondément bouleversé par les événements qu'il vient de vivre. Oh, c'est un délire total. Le bus, il a genre explosé en plein ciel. Oh, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Et comment on va faire, nous, maintenant, hein? Comment on fait pour aller sur l'île? Puis bah, c'est pas tout, mais le bus va falloir le remplacer, et qui c'est qui paye? Oh, c'est nos impôts. Franchement, gros soulagement de pas être monté dedans, et pisse au chauffeur, quoi. Il a genre explosé en plein ciel. Le bus a explosé, hein, comme par hasard. Il n'y avait pas d'agent de sécurité à bord, comme par hasard. Hein? Vous croyez que tout ça c'était pas préparé? Vous avez vu le truc qui a détruit le bus? C'est pas un prototype de l'armée, ça, madame. Non, 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 comme par hasard. Bon, maintenant c'est cool parce que je peux aller sur l'île en surfant, c'est que du kiff, man. Et puis ma planche, tu vois, elle peut pas genre exploser en plein ciel. Mais vous savez, on n'est plus en sécurité nulle part. Moi, je vous le dis, il va falloir bien voter aux prochaines élections. Parce qu'il est mort comment, le chauffeur? Dans une explosion. Et qui a une tendance aux explosions? Des gens qui n'aiment pas trop notre pays. Des gens qui n'aiment pas trop l'apéro. Des gens qui n'aiment pas le Season Pass de Noël. Et c'est qui ces gens-là? Ben c'est les méchants. Et les méchants c'est les armes. Des témoignages bouleversants. Metroid Prime 4, 8 ans d'attente pour ça? Le futur du jeu vidéo serait-il dans les mains d'Ubisoft? Un point sur les Clair Obscur Awards et des annonces, beaucoup d'annonces. Je suis un peu obligé de démarrer la partie jeux vidéo avec les résultats des Game Awards. On va rapidement réagir aux catégories sur lesquelles j'avais fait un pronostic le mois dernier. Le jeu le plus attendu, comme je le pensais, c'est GTA 6 qui l'emporte, mais encore une fois, c'est vraiment une catégorie dont on s'en bat les couilles. La meilleure bande-son. Comme prévu, c'est une victoire de Clair Obscur. Clair Obscur, trouble de rature, conquérant effet. Le meilleur design audio, j'avais parié sur Death Stranding 2, mais c'est Battlefield 6 qui l'emporte. C'est un choix que je comprends également. Meilleure direction artistique, encore gagné, c'est une victoire de Clair Obscur. Meilleur scénario, encore une fois, j'avais parié sur l'Expédition 33 et j'ai eu raison. On passe maintenant à la meilleure réalisation et vous commencez à connaître la chanson, victoire de Clair Obscur, j'avais raison. Pour le meilleur jeu indé et le meilleur premier jeu indé, je tiens à rappeler que je fais partie de ceux qui pensent que Clair Obscur n'aurait pas dû pouvoir concourir dans cette catégorie. Mais comme il y était, je me devais de faire mon pronostic en conséquence et force est de constater que j'avais raison. Eh ouais, j'ai souvent raison. Mais là, il n'y a pas de quoi flex, c'était pas compliqué à deviner. On passe au meilleur jeu multijoueur et la victoire Darkriders me donne encore une bonne réponse. J'avais raison. En revanche, gros fail sur les jeux de combat. Je pensais que 2KO l'emporterait haut la main, mais c'est Fatal Fury City of the Wolves qui a eu le prix. La grosse fraude, c'est dans la catégorie meilleur jeu familial, puisque c'est Donkey Kong Bonanza qui l'emporte. C'est même pas un vrai jeu multi. Depuis quand les jeux solo, c'est bien pour la famille? Oui, on peut jouer à deux, mais ce dernier n'a qu'un rôle d'assist absolument pitoyable. C'est presque du même niveau que lorsque je donnais une manette débranchée à mon petit frère. Tout comme mon comportement à l'époque, faire gagner Bonanza, c'est un gros manque de respect. J'ai fait une autre erreur avec la catégorie meilleur jeu de sport et course, puisque j'avais parié non pas sans doute sur Rematch. J'avais l'espoir de croire que l'originalité pourrait avoir sa place, mais c'est Mario Kart qui l'a emporté. Après, ça me va aussi, c'est pas démérité. Tout ce que je voulais, c'était ne pas voir FC26. On y est, un remaster a gagné un prix. C'est dans la catégorie simulation stratégie que l'a emporté Final Fantasy Tactics de Ivalice Chronicles. Alors, ok, le jeu d'origine est un pilier du genre et il a reçu pas mal d'améliorations. Mais quand même, un remaster. Dans les jeux d'action, c'est Hades 2 qui l'emporte. Ça valide mon pronostic, mais au fond de moi, j'aurais vraiment voulu que ce soit Shinobi Art of Vengeance. J'ai été très surpris de voir Hollow Knight Silksong remporter le prix du meilleur jeu d'action aventure. J'avais vraiment confiance en Split Fiction. Après, vu toute la hype autour de Silksong, je pense qu'ils étaient un peu obligés de lui donner un prix. Meilleur RPG, c'est bien évidemment Clair Obscur qui l'emporte. Perso, je pensais que pour éviter que Clair Obscur ne monopolise les victoires, ils allaient le donner à Kingdom Come Deliverance 2. J'ai voulu feinter, ils ont feinté ma feinte, bref. Ils m'ont feinté!
Et pour finir, et c'est logique, le Game of the Year, c'est Clair Obscur, Expédition 33. Si je fais pas d'erreur, ça me fait 10 bonnes réponses sur 17, score honorable, mais peut mieux faire. Et le prix de la meilleure émission pop culture de l'année est attribué à... Je m'y attendais pas, putain, je suis super ému. Merci beaucoup. Clair Obscur, Expédition 33. Oh, va chier. Au fait, qui c'est qui a pointé le bout de son nez pour faire de la récupération politique? Oui, c'est Macron. Et oui, comme toujours, quand des Français remportent des prix ou accomplissent de grandes choses avec le jeu vidéo, alors là, on est fiers, on est un soutien pour cette industrie. Oui, peut-être. Mais quand on se prend des manifestations dans la gueule parce qu'on est incompétent et qu'on détruit l'économie française, là, c'est la faute des jeux vidéo si les gens sont violents dans la rue. Pour rappel, c'était en 2023. Les gars, Magnéto. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Même s'il a tenté ensuite de s'en excuser, trop tard. Le mal est fait, Farouk. Allez, j'ai même pas envie de perdre plus de temps à parler de lui. Je préfère parler de jeux vidéo à venir. Car cette cérémonie a également été l'occasion de présenter des jeux à venir. Et je ne vais pas tous les citer, mais on aura l'occasion d'y revenir au cours de l'année quand on aura plus d'informations à leur sujet et qu'on s'approchera de leur date de sortie. Ainsi, on apprend qu'un 8e Ace Combat arrive cette année et qu'après Baldur's Gate 3, l'Ariane Studio revient avec un nouveau Divinity. D'ailleurs, en parlant de l'univers de Donjons et Dragons, un autre jeu va sortir et il se nomme Warlock. Une information intéressante quand on sait que dans D&D, un Warlock est un sorcier qui tient sa magie d'un pacte avec une entité. On a également vu que Tomb Raider fait un retour aux sources et qu'après des années à prier le dieu empereur, les fans du 41e millénaire ont été entendus puisqu'arrive le très prometteur Total War Warhammer 40 000. L'annonce qui fait durcir plus d'un sabre laser, c'est celle de Star Wars Fate of the Old Republic, puisque son titre fait tout de suite penser au légendaire Knight of the Old Republic, souvent abrégé KOTOR. Pour rester dans Star Wars, une annonce inattendue et pourtant si satisfaisante, c'est celle du jeu de course Star Wars Galactic Racer, rappelant cette Madeleine de Proust qu'est Star Wars épisode 1 Racer. Hormis le trailer, on n'a pas beaucoup d'informations. Je peux néanmoins vous dire qu'il est développé par des anciens de chez Criterion Games, à qui l'on doit Airblade, les Burnout et Need for Speed à partir de Hot Pursuit. Suite à des désaccords avec EA sur la licence Need for Speed, ils se seraient barrés pour fonder leur propre studio. Décidément, c'est la mode en ce moment. Mais on peut les comprendre, récemment quand un groupe s'est barré de chez Ubisoft pour fonder leur studio, ça a donné Sandfall Interactive et le jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expédition 33. Nous avons pu avoir un aperçu d'Highguard, le premier jeu du studio Wildlight Entertainment. Il y a énormément à dire sur ce studio, mais j'ai pas la place de le faire ici. Alors je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Asao pour découvrir cette incroyable épopée. Mais pour l'instant, parlons d'Highguard. On a ici une direction artistique entre technologie et monde médiéval fantastique. Si dans un premier temps je lui ai trouvé des airs de Doom, je dois avouer que finalement ça me fait plus penser au maître de l'univers. Je détiens la force toute puissante! Dans ce jeu, deux équipes vont s'affronter, non pas en attaque contre défense comme Valorant ou Overwatch, mais via un enchaînement de phases dans le but de détruire la base adverse. Ça commence par une lutte pour contrôler un artefact appelé le Shieldbreaker. Une fois que c'est fait, l'équipe qui en a le contrôle peut attaquer la base ennemie et tenter de la détruire. Le jeu arrive le 26 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series. Il y aura des héros, des armes à feu et de corps à corps, de la magie et des montures. Et bien qu'on puisse s'interroger sur l'arrivée d'un énième shooter sur un marché déjà saturé, le fait qu'il ne s'agisse pas d'une production d'un studio type Ubisoft, Blizzard, EA, Activision a tendance à rassurer le public. Dans un monde idéal, ça devrait être l'inverse, mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Si c'était le cas, Destiny ne m'aurait pas retiré les DLC que j'ai payés. Et puisqu'on en parle, Destiny 3 serait bel et bien en développement. N'aimant pas jouer à des FPS à la manette, j'attendais Destiny 2 avec impatience car le premier opus n'était sorti que sur console. Et croyez-moi, j'ai aimé ce jeu de tout mon cœur. Mais voilà, les extensions sont arrivées, en joueur investi je les ai achetées sans forcément avoir le temps de toutes les finir car j'avais également de nouveaux jeux que je voulais faire, me disant à ce moment-là que j'aurais tout le temps d'y retourner plus tard. Mais un jour, on nous annonce que les premières extensions vont être retirées. N'ayant pas eu le temps de finir les nouvelles campagnes, vexé, je n'ai plus jamais relancé le jeu, suivant avec peine l'actualité du jeu dans l'espoir que le studio revienne sur sa décision. Mais comme pour ce pote qui pleure devant le compte Instagram de son ex, les premières campagnes ne sont jamais revenues. N'étant qu'au tout début de son développement, Destiny 3 n'arrivera sûrement pas avant la prochaine génération de consoles, mais j'ai l'espoir que ce futur volet corrige les erreurs du passé pour la bonne et simple raison que Bungie, qui est à l'origine du jeu, avait signé un contrat d'édition de 10
10 ans avec Activision et l'on sait maintenant que ça s'est super mal passé. Pression sur les délais, microtransactions imposées, contenu découpé, tout ça allant à l'encontre des valeurs de Bungie, qui est tout de même le studio à l'origine de la licence Halo et ayant dû la laisser à Microsoft pour se séparer d'eux. En 2019, Bungie rompt son contrat avec Activision, récupère sa licence et passe Destiny 2 en free-to-play. Puis, en 2022, après 3 ans de célibat, Bungie décide d'oublier ses ex-toxiques en se réfugiant dans les bras de Sony, et donc PlayStation Studios, pour 3,6 milliards de dollars. Et quand on compare ce que propose aujourd'hui Sony par rapport à Microsoft et Activision, on se dit qu'ils ont bien fait. Néanmoins, Sony a racheté le savoir-faire, pas l'exclusivité. Bungie a appris de ses erreurs et a imposé les conditions suivantes. Bungie reste multiplateforme, Destiny continue sur Xbox, PlayStation et PC. Bungie garde une indépendance créative et peut s'auto-éditer. Espérons qu'avec ces changements, nous aurons enfin le Destiny qu'on mérite. On connaît maintenant la cause de l'explosion du prix de la RAM. C'est effectivement l'énorme besoin des sociétés IA qui a blessé nos portefeuilles. Et il semblerait qu'ils aient également besoin d'un élément qu'on retrouve dans les disques durs SSD. De ce fait, le prix de ces derniers pourrait bientôt monter en flèche à leur tour. Donc si vous en avez besoin, je vous recommande de faire rapidement votre achat au cas où ça se confirmerait. En parlant de ça, et si la vraie bonne nouvelle concernant l'IA dans les jeux vidéo venait d'Ubisoft ? En effet, ces derniers ont dévoilé Teammates, une nouvelle intelligence artificielle qui pourrait bien changer à jamais notre façon de jouer aux jeux vidéo. Cette IA, comme son nom l'indique, est conçue pour être notre coéquipier. On peut lui parler via notre micro comme un pote sur Discord et lui donner des ordres ou des indications. L'objectif est simple, rendre le jeu plus vivant et immersif que jamais, sans les contraintes de devoir jouer avec des potes ou cette désagréable expérience de se retrouver en coop avec un trou du cul qui gâche votre mission en jouant sans tenir compte de vous. Je sais, vous savez, nous sachons. Je sais pas si vous vous rendez compte du potentiel narratif derrière cette technologie. C'est quelque chose dont tous les joueurs de jeux solo ont rêvé un jour, mais sans vraiment espérer que ce soit possible. Imaginez par exemple un jeu comme Star Wars Jedi Survivor, dans lequel on peut parler avec notre droïde pour lui demander d'aller déverrouiller des portes, activer des systèmes de défense, etc. Un jeu d'enquête où l'on pourrait librement interroger des personnages avec les questions de notre choix sans devoir choisir entre 3 ou 4 options. Ou des jeux qui ont déjà une immersion de dingue comme Red Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077. On pourrait maintenant interagir librement avec chaque PNJ et préparer un plan d'action quand ces derniers nous accompagnent lors d'une mission. Les possibilités sont énormes, d'autant que pour rendre ça toujours plus vivant, Teammate prévoit de faire simuler des émotions à ces PNJ IA afin qu'ils puissent s'énerver, paniquer ou être heureux en fonction du déroulé de la mission. Et ça n'enlève pas le travail de création humain, c'est toujours aux développeurs de créer le scénario, les missions, la structure du jeu, à voir ce que ça va donner avec les premiers tests publics. Mais j'ai rarement été autant hype par une nouvelle technologie, et vous le savez que je suis majoritairement contre l'IA. Mais là, sous cette forme, ça peut tout changer. Et vous, qu'aimeriez-vous que Teammate apporte aux jeux vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Cependant, tout n'est pas rose chez Ubisoft. Une de leurs précédentes déclarations fait polémique. Chez Ubisoft, la règle d'or dans le développement des jeux premium est de permettre aux joueurs de profiter pleinement du jeu sans avoir à dépenser plus. Jusque-là, ça pourrait aller, s'ils n'avaient pas ajouté « Notre offre de monétisation dans les jeux premium rend l'expérience du joueur plus amusante en lui permettant de personnaliser son avatar ou de progresser plus rapidement, mais cela reste facultatif. » Encore heureux que c'est facultatif, mais vous savez ce qui aurait été vraiment amusant? Débloquer des éléments de personnalisation de notre avatar via des quêtes annexes, un peu corsées histoire que ça se mérite, comme c'était fréquemment le cas jusqu'en 2006 à peu près. Donc non seulement ils essayent même plus de nous cacher qu'ils nous vendent de la merde, mais en plus on essaye de nous faire croire que c'est pour nous faire plaisir. À ce jeu-là, tu peux bien nous mettre une droite en pleine gueule et essayer de nous faire croire que c'est une skincare coréenne. Toujours chez Ubisoft, ces derniers n'ont pas manqué de surfer sur la sortie d'Avatar Fire and Ash en proposant un DLC au jeu Frontier of Pandora. Ce dernier est sorti le 19 décembre, je n'ai donc pas pu le tester étant donné qu'on tourne le 18. Mais le jeu de base étant très moyen, je ne me fais pas trop d'espoir pour ce DLC. On notera également que suite aux demandes des joueurs, Ubisoft a implémenté quelques temps avant la possibilité de jouer en vue à la troisième personne. On aurait pu saluer le geste si seulement l'animation n'était pas dégueulasse. Oh, je suis un Navi! Un Navi c'est souple, c'est félin, là on dirait Grand Corps Malade. Quelques mots pour les Navis, ballottés par la vie, comme les graines flottantes bioluminescentes, messagères de notre déesse chaleureuse et aimante. Le PDG d'Epic Games juge inutile l'étiquette fait avec de l'IA. J'imagine que le mec qui produit le Nutella juge inutile le Nutri-Score. On rappelle qu'avant d'être une plateforme d'achat de jeux comme Steam, Epic Games développe des jeux tels que Fortnite, le regretté Paragon ou mon jeu VR préféré, Robo Recall.
Entendre une personne comme lui tenir ce genre de discours ne me rassure vraiment pas pour la suite. À présent, regardons quelques stats concernant Ark Raiders. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que c'est sur console que les joueurs se trahissent le plus, là où les joueurs PC privilégient plus facilement la coopération. Ce qui, je pense, s'explique par la présence plus fréquente d'un casque et d'un micro chez les joueurs PC. En effet, il est plus facile et rapide de communiquer par la voix. Mais les joueurs se sont organisés et ont créé une watchlist des traîtres permettant à tout le monde de savoir de qui il faut se méfier. C'est marrant, en jeu vidéo, une liste de traîtres, on dit watchlist, alors qu'en politique, on dit parti socialiste. À présent, j'aimerais vous parler d'un de mes genres vidéoludiques préférés, le roguelike. Il tire son nom du jeu Rogue sorti en 1980. Ce dernier définit les codes du roguelike. Mort permanente et perte de progression entre chaque tentative, ce qui veut dire que même si vous ramassez des équipements, améliorations ou autres, vous ne les aurez pas lors de votre prochaine run. Mais surtout, et c'est très important, une génération procédurale aléatoire des niveaux. Ainsi, chaque partie est différente, les niveaux ne sont pas organisés pareil, les ennemis ne sont pas les mêmes ou pas dans les mêmes quantités. Le loot est différent et placé différemment. Le roguelike restera un genre niche pendant très longtemps, mais une variante appelée roguelite va faire son apparition. La différence est une progression partiellement conservée entre les runs. De ce fait, même si vous perdez votre équipement, vous pourrez dépenser une monnaie acquise dans vos tentatives précédentes pour améliorer définitivement certaines stats. Ou bien acheter des améliorations qui augmenteront vos chances de trouver un objet rare, etc. etc. Vous continuerez d'essayer en étant un tout petit peu plus fort à chaque fois. C'est cette mécanique qui nous fait sentir de plus en plus fort et nous fait aller de plus en plus loin, créant ainsi de la dopamine, nous poussant à toujours vouloir relancer une run. Le premier jeu qui donnera ses lettres de noblesse au genre, c'est Binding of Isaac en 2011. Avec une excellente réception de la critique et du public, il s'impose comme un must-have chez les fans du jeu alternatif. Il donnera des idées à de nombreux développeurs et quelques années plus tard, c'est l'explosion de l'offre et surtout chez les indépendants. Ma première rencontre avec le roguelite, c'est Has Been Heroes en mars 2017, mais je tombe définitivement amoureux du genre avec l'Early Access de Dead Cells quelques mois plus tard. Ce jeu créé par l'entreprise bordelaise Motion Twin s'impose très vite comme un des piliers du genre roguelite. Et après ça, c'est le stonk, je dirais presque la saturation pour un genre qui était encore si niche quelques années auparavant. Là où c'est dingue, c'est que le roguelite s'est tellement diversifié qu'on l'identifie à présent plus comme une mécanique de jeu que comme un genre. Dead Cells déjà est un Metroidvania avec une mécanique roguelite. Hades, le Game of the Year de 2021, Curse of the Dead God et Ravenswatch sont des jeux d'action hack and slash roguelite. Si vous préférez la 2D, je vous propose Skull ou Have a Nice Death. Les FPS, Dead Zone Rogue, Gunfire Reborn ou RoboQuest. Ah, vous voulez des licences connues? J'ai Savara pour l'univers de Dofus, Fairy Tail Dungeons ou Blaze Blue Entropy Effect. Du RPG au tour par tour, Star Renegade, mais vous préférez la Dark Fantasy et les univers Lovecraftiens? Autant pour moi, vous devez jouer à Darkest Dungeon. D'ailleurs, lui aussi est un gros pilier du genre. Si vous êtes plutôt jeu de rôle façon Donjons et Dragons, jouez en coop à For the King. Comment? Vous voudriez du tour par tour mais qui soit aussi un jeu de tir? Bay of the Shell. Ou si ton truc à toi c'est de collectionner des créatures, c'est également trouvable avec des mécaniques roguelite. Tu retrouveras le genre Monster Taming dans Dicefolk et avec Cadomon tu auras même un auto-battler. Absolum qu'on a pu voir au Game Awards cette année est également un très bon exemple. Il mélange beat'em all et roguelite, le tout dans une riche histoire de fantasy à la direction artistique me rappelant certaines bandes dessinées. C'est Dotemu qui avait déjà travaillé avec Lizard Cube sur l'excellent Streets of Rage 4 qui est derrière ce jeu. Donc pas étonnant que ce soit un super beat'em all. Le jeu est une pépite qui, bien qu'un jeu 2D, vous invite à l'exploration et ne manquera pas de cacher de nombreux secrets. Trouvez un accord entre humains et gobelins pour qu'un pont puisse se construire et faciliter vos runs futurs, alimenter un four dans les mines en poussant vos ennemis dans les flammes afin de déverrouiller une grille qui, lors de vos prochains passages, vous permettra d'accéder à une nouvelle zone. Le tout faisable en coop, en local ou en ligne avec un ami ou un inconnu. Et en plus, c'est français. La mécanique prend une telle ampleur qu'elle en vient à altérer des jeux déjà connus. Elden Ring Night Rain, c'est Elden Ring en version roguelite. Et c'est pas étonnant que From Software aille dans cette direction, puisque leur public et celui des roguelites ont en commun cette affection pour la souffrance. Vraiment, la difficulté, elle passe de dur à ultra hardcore, quoi. Ça va être génial. Toujours dans les propositions récentes, on a eu Ratatan, successeur spirituel du jeu de rythme Patapon. Il n'a pas été fait dans le même studio, mais par les mêmes personnes. Et il suffit d'y jouer 5 minutes pour se rendre compte que c'est presque Patapon 4. Pourquoi presque? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, c'est un roguelite. Il n'est encore qu'en Early Access, mais je le trouve mieux que ses prédécesseurs. L'univers est adorable et coloré, l'OST bien qu'entêtante est un petit bonheur à retrouver à chaque session de jeu. Ratatan peut paraître simpliste aux premiers abords, mais il dévoile vite sa profondeur et sa richesse au bout de quelques heures de jeu. J'ai vraiment hâte de voir les nouveaux éléments qui seront ajoutés au fur et à mesure.
Si vous aimez les jeux de rythme, je vous invite à jeter un œil. Idem si vous aimez les roguelites. Et si vous aimez les deux, foncez. Prochainement, nous verrons apparaître une autre licence dans le monde des roguelites. Il s'agit de Solo Leveling avec le jeu nommé Karma. Reprenant le modèle des jeux d'action en vue isométrique comme Hades, il faut bien avouer que ça a l'air assez stylé. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée, mais je ne manquerai pas de vous en reparler dès qu'on aura plus d'infos. Et tant qu'on parle de Solo Leveling, vous avez peut-être vu passer le gacha Solo Leveling Arise. Niveau gameplay, c'est assez proche d'un Genshin Impact. Cependant, oubliez l'exploration en monde ouvert, ici on enchaîne les donjons. Si je vous en parle, c'est que le studio Netmarble est peut-être à l'aube d'une révolution dans l'univers des jeux gacha. En effet, que diriez-vous si on vous proposait une version payante de Genshin Impact, mais sans l'aspect gacha? J'ai dit Genshin, mais vous pouvez remplacer par votre gacha préféré. C'est en effet ce qui est proposé avec Solo Leveling Arise Overdrive. Contre 40 € à l'achat, vous accédez à tout le jeu, sans limite d'action par jour, sans gacha, sans aléatoire, sur la récupération des armes et personnages, tout s'obtient en jouant. Le jeu propose un mode coop jusqu'à 4 joueurs, ainsi qu'une histoire plus approfondie et une narration plus riche. Personnellement, j'ai adoré Honkai Star Rail, mais devoir me connecter tous les jours pour faire des missions, optimiser la récupération de ressources, etc., ça tue le plaisir. Mais si demain MiHoYo sortait une version payante de ce jeu, je serais carrément partant. Et vous, quel jeu gacha aimeriez-vous voir en version Overdrive? L'excellente licence de RPG de Square Enix fait son retour, et non, je ne parle pas de Final Fantasy, mais bien d'Octopath Traveler. Après 2 opus exceptionnels, on nous propose à présent de vivre un préquel dans lequel on va pouvoir créer notre propre personnage, construire et gérer notre ville, et de manière générale, tous les systèmes ont été approfondis. Pourtant, les joueurs européens ne sont pas contents. Le jeu n'est disponible qu'en japonais ou en anglais. Personnellement, ça ne me dérange pas de jouer à des jeux en anglais. Ils ont d'ailleurs été ma principale source de motivation pour progresser dans la langue de Shakespeare. Je passe tellement de temps à découvrir des jeux de niche que j'en suis rendu à faire certains jeux en japonais, car ils n'ont jamais quitté le pays du soleil levant. Mais il m'est nettement plus agréable de jouer au jeu en français. Le vrai problème n'est pas que le jeu ne soit pas disponible en français, en allemand, en espagnol et en italien. C'est qu'il ne le soit pas, alors que les 2 premiers Octopath Traveler, eux, l'étaient. Résultat, les joueurs boudent, réclament un patch et boycottent la sortie de ce préquel. Et je les comprends. C'est un choix d'autant plus difficile à comprendre quand on voit que de plus en plus de studios comme Atlus, qui pendant longtemps ne proposaient que des jeux en anglais pour l'Occident, se sont mis à proposer plus de choix afin de booster leurs ventes. Sachez néanmoins que des fans ont déjà fait un patch français pour la version PC. Il n'est pas parfait, mais permet de profiter du jeu si on n'est pas bilingue. On a attendu 8 ans pour ça. Il faut que je vous parle de Metroid Prime 4. Annoncé en 2017, il devait être un jeu qui accompagnerait la Nintendo Switch dans sa première année. L'attente est énorme, les Metroid Prime, qui sont les épisodes 3D de la licence, ont toujours été bien reçus par les joueurs et par la critique. Le jeu n'a pas de date de sortie, alors on attend. On attend longtemps. Le jeu est sans cesse repoussé, repris de zéro, Nintendo justifie l'attente par leur envie de ne pas décevoir. Eh ben c'est raté. Je l'ai fait sur Nintendo Switch 2, merci à mon pote qui me l'a prêté. Sur cette console, il propose un mode qualité 4K 60 fps et un mode performance 1080 120 fps. Perso, j'ai préféré cette deuxième option. Le jeu est fluide, mais ça se voit qu'il devait sortir sur la première Switch, notamment au niveau des textures. Ça lui fait un point commun avec Pokémon Legends Zelda. J'abuse un peu, le jeu n'est pas vilain, notamment dans sa cinématique d'intro qui m'a vraiment fait croire que j'allais jouer à une pépite. Mais encore une fois, c'est très en dessous du potentiel de la Switch 2. Vivement les jeux 100% new-gen. Pour ce qui est du gameplay, c'est mou, c'est lent et c'est daté. Ça m'a rappelé ma déception concernant le remaster Switch du premier Metroid Prime. C'était super à son époque, mais aujourd'hui tu peux l'améliorer autant que tu veux graphiquement, sans une mise à niveau du gameplay, la magie n'est plus là. Sans parler d'avoir la nervosité des derniers Doom, j'aurais apprécié le rythme des combats d'un Ratchet & Clank Rift Apart. Je sais que c'est un jeu à la 3e personne, mais essayer d'avoir la vision, ça aurait pu être vachement stylé. Niveau durée, comme les anciens Prime, comptez environ 12 heures en ligne droite et 15 heures pour le 100%. Il y a un New Game Plus, mais j'ai de bien meilleurs jeux à faire ou à refaire. Le jeu est linéaire et c'est dommage quand on parle d'une des 2 licences qui ont donné leur nom au genre Metroidvania, à savoir Metroid donc et Castlevania. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, un Metroidvania est un jeu avec une grande carte connectée à explorer. Tout n'est pas accessible au premier passage et il faudra avancer pour débloquer de nouvelles compétences, puis revenir en arrière pour accéder à des nouvelles zones.
Bien évidemment, c'est une mécanique que l'on retrouve majoritairement sur les jeux 2D, mais les 3 premiers Metroid Prime, bien qu'en 3D également, avaient un bien meilleur usage de cet aspect. Le désert qui connecte les zones principales du jeu est d'un vide intersidéral. Il n'est là que pour ajouter du ramassage de collectibles. Il ne représente pas la majorité du jeu, mais avec les allers-retours, vous allez quand même y cumuler quelques heures. C'est d'un ennui mortel. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas d'OST dans cette zone, sauf en New Game Plus ou avec l'utilisation du nouvel amiibo de Samus. C'est honteux. L'histoire, sans être exceptionnelle, est selon moi ce qui pourrait le plus vous motiver à faire ce jeu pour le lore qu'elle apporte. C'est donc un argument pour les fans de Metroid. En revanche, si vous êtes un nouveau joueur, je ne le vous recommande vraiment pas. Les premiers Prime ayant pris un coup de vieux et celui-ci étant à peine moyen, je pense qu'il vaut mieux attaquer la licence par les épisodes 2D. Je vous recommande Metroid Samus Returns sur 3DS, qui est le remake de l'iconique Metroid 2 Return of Samus, ou l'excellent Metroid Dread sorti sur Nintendo Switch. Mais vraiment, ne mettez pas 70 € dans Metroid Prime 4, il y a de bien meilleurs investissements à faire pour cette nouvelle année. Le 25 janvier aura lieu le Dragon Ball Genkida Matsuri pour fêter le 40e anniversaire de l'anime. Par la même occasion, il clôture la fin de la célébration du 40e anniversaire du manga qui dure depuis 2 ans, et on va pas se mentir jusqu'ici, ce 40e anniversaire n'a rien donné de fou. Au programme, un talk show exclusif avec Masako Nozawa, la voix de Sangoku, qui a récemment reçu le prix du mérite culturel, devenant ainsi la première comédienne de doublage à recevoir ce prix. Il y aura également Hironobu Kageyama, l'interprète des openings Chala Head-Chala et We Got Power. On devrait également avoir des révélations concernant de nouveaux projets, mais comme il y a des chances pour que ça touche plus au manga et à l'animé, je vous ferai mes pronostics dans la partie manga de l'émission. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'annonce d'un tout nouveau jeu Dragon Ball. Un nouveau jeu de combat me paraît tôt. Dragon Ball Sparking Zero est sorti il y a à peine plus d'1 an. C'est pourquoi j'aurais tendance à exclure un Xenoverse 3, malgré les rumeurs qui vont bon train. Fighters étant une alternative 2D, on aurait pu imaginer un deuxième opus, s'il n'avait pas annoncé des événements et un nouveau DLC pour 2026. En l'occurrence, le Goku SSJ4 de Daima. Il y a bien Dragon Ball Z Kakaroto qui a eu un accueil mitigé en 2020 avant de finalement se faire une place auprès de certains fans et qui, à ma grande surprise, a eu le droit à un très bon suivi, recevant encore un nouveau DLC en juillet 2025. Mais voilà, il s'agit de la partie 1 du DLC dédié à Daima, une suite est donc prévue sur ce premier opus. Pour moi, il n'y a pas assez de contenu à adapter pour justifier une suite, et graphiquement, le gap ne serait pas assez grand pour que les fans soient prêts à refaire tout ce qu'ils ont déjà fait dans le premier jeu. Dragon Ball 2 Breakers n'ayant pas vraiment été une réussite, on a récemment eu droit à un autre jeu multijoueur avec le MOBA Gekishin, qui obtient un meilleur retour critique et fait de meilleurs stats que The Breakers à la même période. Mais il a beau ne pas être un immense succès, je vois mal la licence sortir un autre jeu multijoueur aussi vite. Les deux jeux mobiles que sont Dokkan Battle et Legends fonctionnent encore bien, un troisième jeu serait sûrement de trop. Donc à moins d'une énorme surprise exotique comme un Dragon Ball Fusion, il nous reste peu de choix. Ma théorie, très orientée par mes désirs personnels, je ne vous le cache pas, se tourne donc vers un jeu très populaire au Japon, Super Dragon Ball Heroes, un jeu d'arcade auquel on joue avec de vraies cartes et qui est sorti au Japon en novembre 2016. Beaucoup de très bons jeux d'arcade ne quittent malheureusement jamais le territoire japonais. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail dans une vidéo dédiée sur ma chaîne Asao. Afin d'en faire profiter les autres, Bandai Namco lance le 5 avril 2019 une version PC et Switch du jeu sous le nom Super Dragon Ball Heroes World Mission, une version sans les cartes physiques. Le jeu recevra du contenu gratuit ajoutant de nouvelles cartes jusqu'en janvier 2020 et depuis plus rien, tandis que la version arcade a reçu de nouvelles cartes jusqu'au 29 août 2024 avant de finalement stopper ses services le 6 novembre 2024 également. Et c'est normal puisqu'elle a été immédiatement remplacée par une nouvelle borne nommée Dragon Ball Super Divers. Celle-ci actualise les graphismes tout en proposant de nouveaux scénarios et de nouvelles mécaniques de jeu. Elle inclut également un mode SDBH permettant de jouer à l'ancienne version du jeu avec vos anciennes cartes et faire les anciens scénarios ainsi que jouer en ligne. Bref, un suivi de qualité pour un très bon jeu auquel tout le monde mérite de jouer. Vous avez très bien compris où je veux en venir, j'espère que le jeu qui sera annoncé en janvier sera une version PC et Switch 2 de Dragon Ball Super Divers. Certes, sans les cartes physiques, mais au moins on pourra profiter du jeu également. La guerre fait rage entre Call of Duty Black Ops 7 et Battlefield 6. Une guerre à sens unique. Battlefield 6 continue de séduire de plus en plus de joueurs, notamment grâce à son Battle Royale gratuit. Mais il peut maintenant se vanter d'avoir un Game Awards du meilleur design audio. De son côté, Black Ops 7 subit de nombreuses critiques. Le jeu n'est pas bien optimisé et trop lourd, mais surtout il ne propose presque rien de plus que Cold War ou Black Ops 6. Actuellement, c'est l'opus le plus mal noté par les joueurs de toute l'histoire de la série. Un détail qui m'a personnellement fait sourire, c'est la présence de Wall Jump. Tu t'es pris pour Mario, enculé! Activision affirme que le meilleur de Call of Duty est à venir. En même temps, quand on regarde ce dernier jeu, ils pourront pas faire pire. Ok, là, on va parler d'un vrai séisme pour le versus fighting.
Katsuhiro Harada annonce qu'il quitte Bandai Namco pile au moment où Tekken fête ses 30 ans. Parce que Harada, ce n'est pas juste un producteur, c'est un symbole. C'est le gars qui a porté la série dans l'ère moderne. Et surtout, c'est un visage public. Celui qui prend les coups quand ça va mal, celui qui parle à la commu, celui qui assume les décisions, même quand elles sont impopulaires. Et justement, la conséquence numéro 1, c'est la communication. Tekken, en tant que gros jeu de la scène compétitive, entretient un rapport de force permanent avec sa communauté. Équilibrage, DLC, boutique, modèle économique, e-sport, le moindre patch devient un débat. Et Harada savait parler ce langage-là. Il était littéralement l'interface humaine entre une boîte géante et une commu ultra exigeante. Harada dit qu'il a déjà progressivement transféré des responsabilités ces dernières années, donc ce n'est pas un départ en panique, c'est une transition. Bandai Namco dit aussi que l'équipe continue et que Tekken reste une priorité. Et c'est exactement dans ce genre de moment qu'une série peut soit se réinventer intelligemment, soit se standardiser. Maintenant, parlons du marché. Parce qu'il faut se le dire, le versus fighting est redevenu sexy. Street Fighter cartonne, d'anciennes licences comme Fatal Fury ou Virtua Fighters reviennent sur le devant de la scène grand public, de nouveaux concurrents arrivent comme Riot et son 2KO, et dans toute cette émulsion, Tekken veut rester dans le peloton de tête. Donc perdre une figure historique au moment où la concurrence est forte, c'est risqué. Mais c'est aussi une opportunité. Une nouvelle équipe peut apporter une vision plus moderne qui permettrait de séduire un nouveau public. Dernier point, Harada ne dit pas encore ce qu'il fera après. Il ferme un chapitre, mais laisse planer le mystère. Donc nous, on observe, on ne panique pas, mais on garde les yeux ouverts. Comment crois-tu que tu réagirais si je disais des choses négatives à ton propos? Honnêtement, j'en aurais rien à foutre. Disney finira-t-il par racheter le diable? Le loup d'Intermarché entre buzz et polémique? Les séries tokusatsu pourraient connaître un prime comme jamais et un célèbre manga de mafieux pourrait enfin avoir droit à l'adaptation animée qu'il mérite. On commence cette partie comics, manga et animation avec une rumeur de malade qui se confirme de plus en plus. Quand on me demande les animes qui mériteraient une nouvelle adaptation, je réponds souvent Senseiya parce que ça a beaucoup vieilli, Soul Eater parce que la première adaptation est allée plus vite que le manga et qu'elle a dû inventer une fin qui est merdique, ou encore Katekyo Hitman Reborn parce qu'on n'a juste pas eu de fin du tout. Vous l'aurez compris, notre premier sujet, c'est le potentiel retour de Reborn en animé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Katekyo Hitman Reborn, ça raconte l'histoire de Tsuna, qui apprend un jour qu'il est l'héritier de la puissante famille mafieuse Bangola. Il doit alors trouver des personnes de confiance pour devenir ses gardiens et doit lui-même apprendre à maîtriser son pouvoir. Et pour ça, on lui envoie un précepteur nommé Reborn, qui est le plus puissant tueur à gages au monde et qui se trouve également être un bébé. C'est vraiment un excellent manga qui mérite une adaptation digne de ce nom. Pendant des années, les fans ont fantasmé une suite à l'animé, puis voyant que ça ne se ferait pas, un potentiel remake. Le fantasme est devenu rumeur et depuis 2-3 ans, cette rumeur semble devenir palpable. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. La rumeur a continué de grossir et début décembre, la production Pony Canyon a déposé le nom de domaine kh-reborn-anime.jp. De son côté, ADN a fait de la pub pour rappeler que l'anime Reborn, le premier, et actuellement le seul en fait, est présent sur leur plateforme. Au moment où l'on tourne, on est le 18 décembre. Ce qui serait stylé, c'est que l'annonce soit faite d'ici la sortie de la vidéo début janvier. Sinon, je suis allé voir Jujutsu Kaisen Exécution au cinéma. Rien à voir avec le film précédent Jujutsu Kaisen 0, qui était un long métrage à part entière. Ici, il s'agit de la fin de la saison 2 et du début de la saison 3 en exclusivité, permettant ainsi aux fans de se remettre dans le bain avant le démarrage de la saison 3. Une stratégie qu'on a déjà vue avec Kimetsu no Yaiba. Je vous avoue que j'y serais pas allé si j'avais pas un abonnement Cinépass, mais c'était sympa de revoir le final de fou de la saison 2 sur grand écran et avec un son de malade. Arrêtez tout, Samurai Troopers est de retour. Ces derniers temps, les animes des années 70-80 ont la cote. Il y a plus de 10 ans maintenant, le film Harlock, plus connu sous le nom d'Albator, est arrivé comme pour prendre la température. En 2017, c'est le film Mazinger Z Infinity qui propose une suite à l'histoire du célèbre mecha de Go Nagai. L'année suivante, toujours chez Go Nagai, on nous présente une nouvelle version de son Devilman avec l'exceptionnel Devilman Crybaby. En 2021, du côté des Américains, on fait revenir les maîtres de l'univers pour une série réimaginée, nettement plus qualitative et mature, s'inspirant tout de même du lore classique. Elle se nomme Révélation et sera suivie d'une saison 2 nommée Révolution. En 2024, c'est Grandizer, connu chez nous sous le nom de Goldorak, qui revient pour un reboot nommé Grandizer U. Et oui, encore du Go Nagai. Et en 2025, avec pas mal de retard pour la France, c'est le film Heidi qui arrive sur grand écran. Pour revenir au sujet initial, il est plus jeune que tous ceux que je viens de citer, mais en 88 est sorti Samurai Troopers, connu en Occident sous le nom de Ronin Warriors. On y suit 5 jeunes guerriers modernes, enfin
pour les années 80, qui portent des armures mystiques liées à des éléments pour combattre le maléfique Talpa et protéger l'humanité. La nouvelle série est une suite se déroulant à notre époque, mais rassurez-vous, elle est conçue de sorte à pouvoir être suivie par ceux qui n'auraient jamais vu la série originale. On en sait plus sur la fin de la série Super Sentai, puisqu'après 50 ans de diffusion, son créneau du dimanche matin va être alloué à la nouvelle série Project Red, le nouveau grand pari de la Toei. Annoncé récemment, ce projet ouvre une nouvelle ère. Red signifie Records of Extraordinary Dimensions. La Toei a annoncé vouloir créer un univers tokusatsu connecté avec plusieurs séries partageant le même monde, des crossovers et une narration plus moderne pensée aussi pour un public plus adulte. La première saison de cette nouvelle licence se nomme Shouchu Keiji Gaban Infinity, soit Super Space Sheriff Gaban Infinity en anglais. Le terme Space Sheriff aura peut-être interpellé certains fans de Recrea 2, puisque chez nous, cette série s'est fait connaître sous le nom d'Ixor. Ixor, sur la terre, il est comme toi et moi. Ixor, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ixor. D'ailleurs, fun fact, en VO, le personnage principal s'appelle Gaban, car c'est comme ça que les Japonais prononcent le prénom Gabin. Ce nom a été choisi en hommage à Jean Gabin, qui est surtout connu au Japon pour ses rôles de flic. On le ressent depuis quelques temps, l'objectif de la Toei est de moderniser le tokusatsu et de le rendre plus populaire dans le monde occidental. La dernière série Kamen Rider est d'ailleurs diffusée en simulcast depuis septembre dernier aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou encore en Australie, mais malheureusement toujours pas en France. Tout ça me fait également espérer un retour de la série B-Fighters alias Beetleborg, et je sais qu'avec ce nom-là, je viens de créer un choc mental dans l'esprit de certains. Avec un public toujours plus grand pour les séries tokusatsu, j'espère qu'on verra plus de jeux vidéo, TCG et autres être produits et exportés à l'avenir. Spider Noir, ce n'est pas une invention récente. À la base, c'est une variation du personnage apparu dans les comics Marvel. Une relecture en mode film noir situé dans les années 30. Avec Spider-Man plus brutal, plus désabusé, loin du héros adolescent qu'on connaît par cœur. Le grand public l'a surtout découvert avec Into the Spider-Verse, où Nicolas Cage prêtait sa voix au personnage, avec ce ton très pulp et très second degré. Aujourd'hui, l'info concrète, la seule qui compte, c'est qu'un projet officiel est bien en préparation. Pas un fan-film, pas une rumeur YouTube, il s'agit d'une série live-action prévue pour 2026 avec Nicolas Cage à l'écran, produite par Sony et diffusée sur MGM+, aux États-Unis et Prime Video à l'international. Le concept est clair sur le papier. Un Spider-Man vieillissant, détective privé, dans un New York des années 30 avec une esthétique très marquée, au point que la série sera proposée en noir et blanc, mais aussi en couleur. Donc là, on n'est peut-être pas juste sur un spin-off de plus, mais sur une vraie proposition créative. Reste la vraie question, est-ce qu'on va avoir un polar solide avec une vraie ambiance et un vrai rythme, ou juste une déclinaison Spider-Man de plus qui se cache derrière une esthétique vintage pour faire illusion? Parce que l'idée est bonne, maintenant il va falloir prouver que c'est pas juste un costume et un filtre. Dans l'actualité, on apprend que Disney a signé un accord avec OpenAI qui détient ChatGPT et Sora 2 pour leur permettre d'utiliser les personnages de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. dans leur création générative. Cependant, l'accord précise que les voix des comédiens de doublage ne peuvent pas être utilisées, de même que les visages des acteurs pour les films comme Star Wars ou Pirates des Caraïbes. Disney a également investi dans OpenAI et a obtenu des parts de l'entreprise. Ils ont également déclaré qu'ils utiliseraient l'IA pour enrichir la narration et l'expérience des fans, tout en s'engageant à l'utiliser de façon responsable, avec respect des créateurs et sans remplacer les voix et acteurs humains. Ouais, je trouve toujours que ça pue cette histoire. En parlant d'IA, le miracle de Noël a eu lieu et c'est une pub Intermarché. T'es sûr? Non, mais y a pas de... En effet, vous n'avez pas pu passer à côté du buzz de la publicité. Waouh, le terme buzz, vraiment, il fait tellement mainstream aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est un mot de boomer. Bref, tout le monde a vu ou au moins entendu parler de la pub d'Intermarché, le mal-aimé, et son loup qui en a touché plus d'un. L'animation est superbe et authentique, tandis que chez Coca-Cola et McDo, ça fait des pubs avec de l'IA. Et c'est ça qui l'a fait exploser. Pour être précis, c'est surtout la personne qui l'a reposté avec des sous-titres anglais. Mais bref, c'est une belle victoire face à l'IA et j'espère que ça poussera les autres entreprises à vouloir imiter ce succès en faisant appel à des sociétés d'animation qui utilisent de vraies personnes. Mais vous voulez du drama, alors je vais vous en donner. Suite au succès de la pub, plein de gens ont voulu acheter la peluche du loup pour Noël. Sauf que cette peluche n'existe pas encore. Intermarché a annoncé qu'au vu de la forte demande, ils allaient la produire, mais qu'ils voulaient d'abord trouver la bonne entreprise pour le faire et que ce soit une entreprise française, pour rester dans la même direction que la pub. Mais le monde est méchant et on trouve déjà plein de faux sites internet vendant cette fameuse peluche qui n'existe tout simplement pas. Car quand on regarde le modèle, on se rend compte qu'il est fait avec de l'IA. Un comble! Ces sites sont des arnaques, soyez vigilants s'il vous plaît.
Vous en voulez encore? Un homme du nom de Thierry Dedieu, un auteur de livres jeunesse, affirme que l'histoire présentée dans la pub est un plagiat de l'un de ses livres. J'ai regardé un peu plus en détail, pour moi, c'est non. La direction artistique n'est pas la même, la morale de l'histoire non plus, et les plans présentés comme repris de ces illustrations n'ont pas grand-chose à voir. En fait, le seul truc, c'est que ça se passe dans la forêt, en hiver, comme beaucoup de contes occidentaux, et qu'il y a un loup, comme beaucoup de contes occidentaux. L'auteur parle de l'idée de la grande table de Noël au milieu de la forêt, avec des bougies. Oui, Noël, il y a souvent beaucoup de monde autour de la même table, donc elle est longue. Perso, chez moi, il y a toujours des bougies, et l'histoire se passe dans la forêt, donc logique qu'elle soit entourée d'arbres. Bref, ce sont des éléments beaucoup trop généralistes pour pouvoir se les approprier. Alors, démarche innocente ou opportuniste, ce n'est pas à moi d'en juger. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Allez, une dernière polémique pour la route. J'aime pas la pub d'Intermarché, le mal aimé. Eh bah sympa. Je m'explique. J'adore l'animation, tout ça, c'est super. Mais le loup est mal aimé du reste des animaux parce qu'il est le seul à manger de la viande. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde... Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Sauf que c'est un loup, il en a besoin. Lui, il peut pas choisir, sa santé en dépend. Alors je suis pas débile, je sais que c'est un conte et que le vrai problème c'est qu'il tue les autres. Mais lui, c'est pas pour le plaisir, il a pas le choix. Et donc, moralité, tu dois t'adapter et faire comme les autres pour qu'on t'accepte. Bon, là-dessus, je chipote. Ce qui me pose problème, c'est l'hypocrisie d'Intermarché qui nous dit qu'on a tous une bonne raison de commencer à mieux manger tout en vendant de la merde à bas prix et en faisant des marges de salopards sur les produits bio, en essorant les agriculteurs français, non pas pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, mais pour gonfler leurs marges. Faire du greenwashing tout en pratiquant des méthodes de pêche destructrices comme le chalutage profond qui ravage les écosystèmes marins. Alors ouais, je suis pas fan de la pub. Il y a quand même une chose que je trouve bien faite, c'est la musique, le mal-aimé de Claude François. Ça marche bien parce que le loup, c'est un prédateur, et Claude François, c'est un... Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais s'il y a du nouveau, comptez sur moi pour vous tenir au courant. J'en parlais dans la partie jeux vidéo, le 25 janvier aura lieu le Dragon Ball Genkida Matsuri. Je ne vais pas revenir sur le programme, mais voici ce que j'aimerais entendre concernant le manga et l'animé. La reprise du manga Dragon Ball Super. Le manga est vraiment supérieur à l'animé. L'arc du tournoi des univers est moins long et mieux rythmé, l'arc Zamasu est plus complet, bien que je trouve la fin toujours aussi bâclée. Mais avec l'arc Moro et Granola, on a plutôt bien mangé, donc je suis également curieux de voir tout ça en animé. Il y a pas mal de rumeurs concernant un nouveau film, peut-être la canonisation d'un autre personnage, comme ils l'ont fait avec Broly, auquel cas, Cooler ou Janemba pourraient être des choix intéressants. Une autre rumeur qui revient régulièrement, c'est une nouvelle adaptation de Dragon Ball avec un nouvel animé comme pour The One Piece. Et j'avoue que l'idée d'un nouvel anime saisonnier plus fidèle au manga avec une animation moderne, ça me fait des papillons. Crunchyroll se fait racheter et la branche édition manga va changer de nom pour redevenir Kazé à partir d'avril 2026 après 3 ans sous l'appellation Crunchyroll. Quand on voit le bordel logistique que ça a été pour obtenir des couvertures alternatives afin que les collections ne changent pas brutalement de style sur les séries en cours, tout ça pour redevenir Kazé, il y en a qui vont gueuler. Mais le plus important reste à savoir ce que ça va changer en interne. Pour l'instant, on a trop peu d'informations, mais on vous tiendra au courant des changements à venir. Merci d'avoir vu cet épisode de Checkpoint, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Pour soutenir l'émission, un like, vos points boost ou un abonnement, voire même les 3, c'est gratuit. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao, et n'oubliez pas, restez curieux.